Bonsoir à tous, bienvenue dans Made in Africa, votre magazine économique mensuel 100% africain de RTI 1. Au sommaire, enquête au cœur de l'industrialisation de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Dans le pays, les groupes agro-industriels sont confrontés à une hostilité des propriétaires terriens. Ces derniers y voient une possible spoliation de leurs biens. Depuis 2011, le vieil homme est aveugle. Et ce serait à cette période qu'il aurait signé le contrat. Le problème est que le père de Théophile n'aurait, d'après ses dires, jamais signé de contrat. Et chez lui, aucune trace de l'original. Ça, c'est sa signature, mais c'est pas mon vieux qui a signé ça. Donc, vous voulez dire que cette signature, elle a été imitée? Vous n'avez pas signé de contrat. On vous avoir un contrat déjà signé qui n'est pas votre signature. Et vous n'avez même pas l'original. Et c'est même pas l'original, oui. Oui, et les thèmes qui sont dans le contrat ne sont pas ceux sur lesquels vous vous êtes entendu. Avec Dekel. Voilà. Dans ce numéro, nous irons également à Nirangarama, c'est dans le nord du Rwanda, à 50 km de Kigali. On y retrouve le propriétaire et fondateur de Oroibutsuo, une entreprise de production de jus de fruits et de pâtisserie. Un document inédit sur cette société qui emploie aujourd'hui 1 millier de personnes. 8 heures, fin de la messe. Certains employés regagnent leur poste. D'autres profitent de ce jour pour faire leur réclamation ou encore pour passer un entretien d'embauche. Je suis venue vous demander un service. Comme les vacances vont commencer, j'aimerais que vous me permettiez de travailler pour gagner les frais de scolarité pour l'année prochaine. Qu'est-ce que tu apprends comme métier? La menuiserie. Je vais prendre contact avec le département en menuiserie pour voir s'ils ont un besoin en main-d'œuvre. Est-ce que vous faites déjà la pratique de la menuiserie à l'école? Oui. Si tu veux donc, tu vas poursuivre la pratique pour approfondir tes connaissances. Et puis, nous parlerons aussi de cacao à la découverte de la success story de Saf Cacao. C'est l'histoire de 3 amis d'enfance partis de rien, mais parvenus aujourd'hui à créer une grande société de transformation de cacao avec 250 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Ces associés sont des autodidactes, dont les parents étaient de modestes acheteurs de cacao. Aujourd'hui, ils sont à la tête d'une entreprise au chiffre d'affaires de 250 milliards de francs CFA. C'est une vraie revanche sociale. Beaucoup de gens se sont moqués de nous. Tout ce qu'on faisait, oh bon, est-ce qu'ils vont arriver? C'est des ignorants. Mais l'arrivée est là, le travail paye. C'est une fierté, ça? Oui, je pense que c'est une grande mission accomplie. Parce que la fierté, ce n'est pas ce qu'on gagne. La fierté, c'est ce qu'on a bâti. Quand on bâtit une société aujourd'hui qui fait nourrir près de 2000 familles, c'est-à-dire à peu près 5 000 à 6 000 personnes qui vivent au quotidien, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce soir, le 2e numéro de Made in Africa est consacré à l'agro-industrie, un secteur de l'économie en pleine croissance, en lien avec l'agriculture, puisqu'il s'agit de transformer la matière première. Ce secteur doit relever le défi de l'industrialisation. Ici en Côte d'Ivoire, le gouvernement attache de l'importance à cette modernisation du système de production agricole pour transformer l'agriculture de substitution en une agriculture de marché. Cependant, cette forte ouverture présente un risque. La difficile cohabitation entre les sociétés agro-industrielles et les propriétaires terriens. En cause, les accords passés sur l'exploitation des terres qui abritent les plantations destinées à apporter la matière première à leurs unités industrielles. L'une de nos équipes est allée à Boisseau. C'est dans cette partie du sud-est de la Côte d'Ivoire que la société Dekel Oil, spécialisée dans la production d'huile de palme, s'est installée, appelée à jouer un rôle économique prépondérant dans le développement de la région. La société est aujourd'hui en conflit avec des villageois dont elle exploite les terres. Les contrats passés entre elle et les propriétaires terriens sont remis en cause par ces derniers qui y voient une volonté de l'entreprise agro-industrielle de les spolier de leurs biens. La terre, socle de l'agro-industrie, mais aussi source de conflits. Une enquête de Jean-Louis Gbangbo, Noël Niagno, Omaria Meogo et Rikoula. À Boisseau, à une centaine de kilomètres d'Abidjan. Dans cette région, la culture du palmier à huile est en pleine expansion.
quinzaine de sociétés nationales et internationales se partagent le marché de la culture de palmier et la production d'huile de palme tout comme Dekel Oil. Cette entreprise produit 70 000 tonnes d'huile de palme brute par an. Benjamin Adon, directeur général adjoint, n'en est pas peu fier. Notre activité principale, c'est la production d'huile de palme brute et d'huile de palmiste. Notre projet se base fondamentalement sur les plantations villageoises qui existent déjà et qui ont besoin d'un appui technique pour améliorer leur rendement. Alors, avec ces deux produits, par la vente à nos clients qui sont diversifiés en Côte d'Ivoire, nous pensons rentrer dans nos fonds et penser à un profit pour injecter dans d'autres projets en Côte d'Ivoire. L'huile de palme est l'huile végétale la plus consommée au monde. Vous en utilisez chaque jour sans le savoir, produits laitiers, produits de beauté, produits ménagers. L'huile de palme est partout. Bien que la culture soit originaire du continent africain, l'Afrique ne détient que 4% du marché mondial, alors que la Malaisie et l'Indonésie détiennent à eux seuls plus de 90%. Dekel Oil a investi plus de 10 milliards dans son entreprise de transformation. Cette multinationale installée depuis 2014 voit grand. Bonjour. Le train est prêt? Ok, d'accord. Notre capacité de production par jour est de 60 tonnes par heure, multiplié par 20 heures de production, et cela nous donne 1200 tonnes par jour. En période de pointe, nous travaillons 24 heures sur 24, mais en période creuse comme celle-ci, nous travaillons 16 heures sur 24. Ce business en or crée de l'emploi dans la région. À Boisseau, plus de 225 000 habitants dont le tiers travaillent dans l'huile de palme. Cette entreprise est numéro 2. Plus de 250 personnes travaillent sur des machines dernière génération. Dekel Oil détient 2000 hectares de palmiers dans la région. Benjamin Adon fait le tour de ses plantations chaque jour afin de s'assurer que tout le monde travaille. Alors comment allez-vous, Roger? Oui, ça va bien? Ok. En tout cas, beaucoup de courage. Ici, vous avez combien de travailleurs? Au niveau agricole, nous avons environ 150 travailleurs, mais ce nombre peut croître au fur et à mesure que nous plantons de nouvelles parcelles. Alors, ces 150 travailleurs proviennent de Ayénois ou des villages environnants. Ayénois, c'est là où vous êtes installé? Oui, c'est là où nous avons construit notre usine. Et prioritairement, nous avons recruté sur place. C'est une promesse. On a promis aux parents, au moment où on s'installait, de trouver des emplois à leurs enfants. Et heureusement pour nous, en tout cas, tout se passe bien. Ces employés travaillent en moyenne 5 heures par jour dans les champs. Ils sont payés 90 000 francs CFA par mois. Pour que l'investissement de 10 milliards de francs CFA fait par l'entreprise soit rentabilisé, il lui faudrait produire 8 fois plus d'huile de palme, soit acquérir encore 15 000 hectares de palmiers. Ce qui ne va pas être chose facile dans la région. Aujourd'hui, certains villageois sont en colère. D'après eux, la société les aurait spoliés. Voici Théophile Kobo. La quarantaine, son père a cédé la totalité de ses terres en 2011. On a vu un serpent. Ici, c'est ma plantation. C'est une superficie de 12 hectares. Et ça a été planté par Dekel Oil. Ils ont dit que nous allons faire un partage en 3. Et ils ont 2 parties. Nous avons une partie. C'est là que nous avons cédé nos terres. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Bon, le champ était en production. Et nous voyons que le résultat final, c'est qu'on ne s'est pas vraiment entendu sur des bases. Ce n'était pas juste ce qui a été dit au départ. Ah, bonjour, vous savez. Ah, oui, on y va.
Ah, vous avez quel problème ici? Salut, yo. Tu sais, Dieu qui nous a abandonnés, donc nous sommes venus pour entretenir le champ. Ouais, mais voilà. Donc, vous pouvez tomber de combien encore? Mais ce que je savais... Dekel Oil exploiterait la terre des paysans et en fonction des bénéfices réalisés grâce à ces terres, les propriétaires seraient rémunérés à hauteur de 30%. Avec Théophile Kobo, une dizaine de propriétaires terriens du village ont décidé de s'allier pour faire front à l'entreprise. Mais pourquoi? Bon, je prends un exemple. Il y a un ami qui a récolté 3 tonnes. Et ils sont venus faire la collecte, ils sont partis. Maintenant, normalement, dans les 3 parts, dans le partage en 3, il doit avoir sa part. Il a fait 3 tonnes. 3 tonnes. Donc lui, on devrait lui rétrocéder 1 tonne. 1 tonne. En principe. En principe. En principe. C'est ce que lui devait avoir. Maintenant, quand ils sont partis, au retour, qu'est-ce qu'il lui trouve? On a vu, avec toutes ses déductions et autres, il n'a que 12 000 francs. Donc c'est ce qu'il veut mettre en pratique. Sachant que 3 tonnes d'origine de palme se vendent 150 000 francs CFA et que le paysan devrait toucher un tiers de cette somme, soit 50 000 francs CFA, comment est-il possible qu'il n'ait reçu que 12 000 francs CFA? Comment ils ont expliqué les 12 000? Quand ils sont partis avec les 3 tonnes, après avoir pris leurs 2 parts dans la partie du planteur, ce qui revenait même au planteur, c'est là qu'ils ont déduit le transport, la main-d'œuvre, comment on appelle ça, le nettoyage et tout ce qui suit, l'entretien, tout cela. Et c'est ce qui reste maintenant qu'ils l'ont amené au planteur. Je dis que voici ce qui reste. C'est à ce même jour, on a demandé à l'encadreur qui était là d'aller dire à leur patron de nous envoyer le contrat qui nous lie pour qu'on puisse vraiment voir ce qui est dit. C'est pas ce qui a été dit sur le terrain. Pour que les parents puissent accepter, c'est pas ça. Les paysans d'Atiékois sont très en colère. Ils se sentent floués par cette entreprise internationale. Une semaine plus tard, Théophile est à la recherche des preuves. Dans ses mains, la photocopie du contrat que son père aurait signé avec Dekel Oil. On a des problèmes, mais on ne sait pas comment faire. Bon, on a été piégés. Donc on est obligé de laisser le terrain comme ça pour qu'on puisse travailler, puisqu'ils ont déjà planté. Nous souffrons, nous avons des difficultés. S'il y a des gens qui veulent nous aider, qui nous aident. Mais si c'est pour nous mettre encore plus dans les difficultés, on ne peut pas tenir. Bon, mieux. Bon, on a essayé de discuter un peu, mais pour qu'on soit plus rassuré, on va aller à la mairie. Je vais me renseigner avec la secrétaire générale si on peut trouver l'original de ce contrat, pour voir si c'est vous qui avez vraiment signé là-bas. Donc on va voir là-bas. Le jour où nous sommes partis là, je suis plus à la mairie pour finir dessus. Voilà, donc on va se rendre là, nous on se rend là-bas, on va aller voir, et si on peut trouver l'original. Si c'est vraiment vrai ça, on va voir. Oui, on va aller ensemble. Okay. Le problème est que le père de Théophile n'aurait, d'après ses dires, jamais signé de contrat. Et chez lui, aucune trace de l'original. Je suis allé chercher. Depuis 2011, le vieil homme est aveugle. Et ce serait à cette période qu'il aurait signé le contrat. Cette photocopie de contrat certifie que les 12 hectares sont cédés 40 années durant, soit jusqu'en 2051, alors que son père lui certifie que c'était pour 20 ans. Plus étonnant encore... Ça c'est sa signature, mais c'est pas mon vieux qui a signé ça. Donc vous voulez dire que cette signature, elle a été imitée? Vous n'avez pas signé des contrats. On nous avons un contrat déjà signé qui n'est pas votre signature. Et vous n'avez même pas l'original. Et c'est même pas l'original, oui. Oui, et les thèmes qui sont dans le contrat ne sont pas ceux sur lesquels vous vous êtes entendu. Avec Dekel. Dekel, voilà. Aïe, aïe. Théophile. Oui. Bon. Ta côté ta kushika. Avant nous que abayo amali dima. Ba tiens. A fait chose. Amali dima no tiens ani dita. A set. Oui. Akra ba ba ça dit ba
Pour comprendre, nous nous sommes rendus au ministère de l'Agriculture. Dans ce bureau de la direction du foncier rural, les plaintes contre les acquisitions de terres sont nombreuses et récurrentes. Alors, lorsque nous montrons le contrat au directeur, il ne lui faut que quelques minutes pour se prononcer. C'est pour nous un contrat qui n'épouse pas les prescriptions de la loi. Parce qu'en même temps que le contrat, prévoit un bail qui est déjà conclu, il prévoit l'immatriculation des terres. Pour nous, ça ne peut pas se concevoir. Est-ce que ce genre de contentieux vous sont souvent portés ici? Oui, nous avons connaissance de ce genre de contentieux, en tout cas de contrats qui débouchent sur des contentieux, parce que les populations mettent à la disposition des agro-industries ou même des personnes physiques des superficies de terre un peu facilement. Pas toujours parce qu'elles n'ont pas une connaissance exacte de la valeur de ces terres, mais parce qu'elles-mêmes n'ont pas les moyens de les mettre en valeur. Donc elles en ont une gestion un peu passive. Donc elles s'en débarrassent un peu si quelqu'un a envie de les exploiter. C'est ce qui justifie que les terres soient bradées. Le processus de sécurisation des terres doit être effectif. À partir du moment où les individus auront des papiers sur les terres, ils pourront obtenir des prêts auprès des banques en hypothéquant leurs terres, et avec ces prêts-là, ils pourront mettre leurs terres en valeur. À partir de ce moment-là, ces personnes ne verront plus aucun intérêt à brader leurs terres. Au siège de Dekel Oil, nous montrons le contrat au directeur général adjoint et aux responsables des plantations de l'entreprise. Objectif, qu'ils nous donnent leur version. Mais après examen du contrat, ils sont autant surpris que nous. Alors que répondre par rapport à ça? Non, on ne peut pas. On ne peut rien dire maintenant, séance tenante, sur la véracité de l'argument que soulève le propriétaire terrien. On va partir, mener nos enquêtes et puis certainement répondre. Voilà. Sinon, moi j'ai dit que ça me tonnerait qu'on puisse mettre des parcelles en valeur sur la base de faux. Encore plus surprenant, le directeur général adjoint fait son mea culpa. C'est une imperfection que nous reconnaissons. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le fait que nous vous avions invité dans un village à problème peut nous permettre, après votre passage, de faire les choses d'une certaine manière. D'accord. Et donc, toujours ce même contrat, le Ndekobo, il n'a pas reçu de contrat original. Il n'a pas de copie originale du contrat. Comment cela peut se faire alors que normalement il devrait l'avoir? Alors, comme je vous l'ai dit, normalement, il a dû l'avoir. Nous, en tout cas, de notre côté, nous avons archivé la partie qui nous concerne. Un contrat non valide d'après le ministère de l'Agriculture. Des paysans en colère. À ce jour, Dekel Oil et les propriétaires terriens d'Atiekwa n'ont toujours pas trouvé d'accord. Moi, si je suis dans mon campagne, je suis dans mon niveau. Je ne mange pas chez vous, je ne mange pas chez vous, je ne mange pas chez vous. J'ai demandé à ce que j'ai dit, c'est vous qui venez venir vers nous. Nous, on va pas faire. On va venir faire quoi ici? On travaille avec vous ici. Ils menacent même l'entreprise de ne plus avoir accès à leurs terres tant qu'ils n'obtiendront pas de nouvelles propositions et un contrat en bonne et due forme. Autre pays à fort potentiel agricole, le Rwanda,
Son économie est principalement marquée par sa forte dépendance à l'agriculture, 40% du PIB, 87% de l'activité nationale, mais on y note une faible industrialisation. Mais depuis une décennie, les lignes bougent. Plusieurs réformes ont favorisé la création d'entreprises et notamment le développement du secteur industriel. Gérard Sina fait partie des entrepreneurs locaux qui ont profité de cette ouverture. Cet autodidacte de 52 ans a créé dans la petite localité de Nirangarama, à une cinquantaine de kilomètres de Kigali, Oruibutso, une entreprise agroalimentaire spécialisée dans la production de jus de fruits, de vin et de beignets. Un reportage de Jean-Luc Bangbo, Barmak Akram et Eric Koula. 20 ans après le génocide qui a ravagé le pays, le Rwanda a réussi sa reconstruction. Un pays moderne et industrialisé. À quelques kilomètres de Kigali, Nirangarama. Cette petite localité est indissociable de Gérard Sina, agro-industriel à la tête du Oruibutso. Une entreprise spécialisée dans la transformation et leader sur le marché. Ici, nous produisons de la patate douce, nous la transformons et nous en faisons des biscuits. Et là, c'est de l'eau minérale, le piment à kabanga, vin de raisin blanc, tout cela est tiré de nos champs. Les animaux, nous les abattons, nous fabriquons des chambucha. Ici, c'est du vin de banane. Gérard est un autodidacte à la tête d'un empire industriel. Il s'est spécialisé dans la transformation de fruits en divers jus très prisés. Ses produits phares sont les jus aux fruits de la passion, le vin de banane, le vin de raisin, le jus de piment, les beignets. Cette société emploie environ 1000 personnes, tous de la région. Gérard Sina est une vraie star. Sur ces photos, on peut le voir avec les différents dirigeants du monde. Tony Blair, ex-premier ministre du Royaume-Uni, Susan Rice, l'ex-médiatique secrétaire d'État américain. À Londres en 2011, il a même reçu l'International Quality Crown qui récompense la qualité et l'originalité de ses produits. Gérard Sina est la fierté du Rwanda. Le président Paul Kagame est un proche de cet industriel. Au Rwanda, 83% de la population vit en zone rurale. Nathalie Mukandaguza est une paysanne de 50 ans. Comme plus de la moitié de la population rwandaise, elle pratiquait une agriculture de subsistance avant de franchir un cap. Je cultivais déjà un peu de fraises avant de connaître Sina, mais je ne savais pas sur quel marché j'allais les livrer. Depuis que nous sommes rentrés dans la culture de fraises, nous gagnons de l'argent. La fraise est extrêmement utile pour moi. J'ai rénové ma maison et j'ai de l'électricité. J'ai construit une nouvelle maison qui, dans quelques mois, va me rapporter de l'argent. Je paie aussi les frais de scolarité des enfants. Avec la fraise, je fais 2 récoltes par semaine. J'atteins 150 kilos. Aujourd'hui, l'entreprise traite avec 3000 fermiers. Ces derniers livrent la totalité de leur production aux usines de fabrication de jus. Ici, c'est la réception. Juste avant de faire le triage du stock général, où on reçoit toutes sortes de fruits. C'est l'étape de nettoyage. Ces employés que vous voyez ici sont en train de faire le triage. Nous avons ici l'étape de l'extraction de jus. Cette machine sert à extraire le jus. On met le sucre en fonction de la qualité de jus qu'on veut obtenir. Après le mixage, à travers le tuyau, on arrive à l'étape de la mise en bouteille. On doit nécessairement abaisser la température pour faciliter l'étape suivante de l'étiquetage avant de les mettre dans les cartons. Les produits sont prêts pour le marché. Gérard Sina est aussi propriétaire d'une boulangerie. Les beignets Oruibutso sont le premier succès commercial de Gérard Sina. Ils ont très vite franchi les frontières de Nirangarama pour conquérir tout le Rwanda. En l'espace de 10 ans, grâce à Gérard Sina, Nirangarama est devenue une belle agglomération urbaine.
C'est ici qu'il reçoit désormais ses partenaires. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec des investisseurs hollandais, venus spécialement pour rencontrer l'homme d'affaires. Yes. How are you? Bonjour. Big fresh. Au centre des discussions, un partenariat à venir sur un des produits phares de l'entreprise, la Kabanga, un assaisonnement à base de jus de piment. Alors, nous voudrions savoir comment il compte développer sa société. Et surtout pour tout ce qui concerne les épices. Il n'y a pas un seul endroit au monde où tu ne trouveras cette épice qui permet aujourd'hui de fabriquer la Kabanga. Ma priorité, c'est de renforcer l'approvisionnement du marché international de la Kabanga. Sur 127 tonnes d'Akabanga produits en 2014, l'entreprise en a exporté 31, principalement sur les marchés européens. Au total, c'est seulement 15% de la production qui est destinée à l'exportation. Gérard Sina produit également plus de 500 000 litres de jus de fruits par an, 3 000 hectolitres de vin de banane et 41 hectolitres de vin de raisin. Il est 4 heures du matin. Comme chaque jeudi, les employés de confession catholique démarrent la journée par une messe au sein de l'entreprise. Le patron y assiste en compagnie de son épouse. La raison pour laquelle nous prions, c'est pour que chaque jour nous puissions nous surpasser dans ce que nous faisons. Est-ce que vous avez compris? Dans la vie de tous les jours, il faut agir de façon responsable. Nous devons travailler beaucoup et bien, et avoir le respect pour autrui et se faire respecter. 8 heures, fin de la messe. Certains employés regagnent leur poste. D'autres profitent de ce jour pour faire leurs réclamations ou encore pour passer un entretien d'embauche. Je suis venue vous demander un service. Comme les vacances vont commencer, j'aimerais que vous me permettiez de travailler pour gagner les frais de scolarité pour l'année prochaine. Qu'est-ce que tu apprends comme métier? La menuiserie. Je vais prendre contact avec le département en menuiserie pour voir s'ils ont un besoin en main-d'œuvre. Est-ce que vous faites déjà la pratique de la menuiserie à l'école? Oui. Si tu veux donc, tu vas poursuivre la pratique pour approfondir tes connaissances. Est-ce que ça vous fait de recevoir autant de sollicitations, notamment pour le travail? J'accueille ces demandes avec plaisir. C'est pourquoi je les écoute attentivement, pour voir dans quelle mesure je peux les aider. Aider, ce n'est pas seulement donner de l'argent, mais c'est aussi amener l'individu à créer. Avec 300 emplois directs et plus de 800 emplois indirects, Gérard Sina est le principal employeur de la région. Sur 4000 habitants, il emploie un quart de la population dans ses différentes usines. Et pourquoi vous faites tout ça? Vous pourriez avoir votre argent et profiter de cela avec votre famille, mais vous faites tout ça. Pourquoi est-ce que vous le faites? Ma conscience ne me permet pas d'accumuler de l'argent sans pouvoir le partager avec les autres. Il faudrait qu'ils puissent en gagner et qu'ils puissent eux aussi progresser. Vous êtes un philanthrope? Vous savez tous ces progrès que je réalise. Je n'en serai pas fier ou heureux tant que je ne verrai pas les autres progresser avec moi. Je veux seulement qu'ils se soustraient à la pauvreté et que mes enfants puissent grandir dans un environnement où il n'y a plus de faim. Le climat frais de ce pays favorise le développement de la culture de pommes et de raisins. Un nouveau business qui peut rapporter gros. Ici, c'est une colline qui s'appelle Bouitare.
C'est là que je suis né. Sur la montagne, on peut savoir où exactement? C'est juste en bas, tout près d'ici. Mais tout le monde s'est dispersé et il n'y a plus personne. Comme vous le voyez, tout le monde est parti. C'est ici que nous avons testé pour la première fois la culture de raisins et de pommes. Grâce en partie à l'agriculture, le Rwanda a considérablement atténué son niveau de pauvreté. Alors qu'en 2001, plus de la moitié de la population vivait sous le seuil de pauvreté, aujourd'hui, le pays a fait reculer sa population pauvre de 14%. Le Rwanda est désormais un des 3 pays africains où il est bon de faire des affaires. La guerre a éclaté au Rwanda. Cela a été un grand malheur pour le pays. On a perdu des hommes et des biens. Nous remercions Dieu qui nous a maintenus en vie. Je suis content d'être né dans ce pays, de travailler pour lui et de le voir progresser. Les Rwandais ont de bonnes mœurs et travaillent correctement. Ils ont un esprit tourné vers le progrès et je me sens bien dans cette ambiance. Si les Rwandais ont pu s'en sortir aujourd'hui, c'est grâce à la bonne gestion du pays, grâce aux dirigeants qui ont su prendre les initiatives. Aujourd'hui, il faut que nous nous inscrivions tous dans ce mouvement. Nous essayons donc de nous construire et de construire notre État. Est-ce que vous êtes gêné de parler de cet épisode? Vous savez, moi je suis un businessman. Il y a des gens qui ont plus de compétences que moi pour en parler. Mais je ne saurais me dérober si vous me posez la question. Je peux juste m'exprimer sur ce que je sais. Parce que quand ces événements se déroulaient, j'étais en âge de comprendre ce qui arrivait à mon pays. Kigali, capitale du Rwanda. Gérard Sina et sa famille sont installés dans ce quartier résidentiel ultra sécurisé. Son voisin, Paul Kagame, le président en personne. Gérard a 5 filles. Elles ont entre 28 et 16 ans et sont toutes impliquées dans la gestion de l'entreprise. Vous pouvez nous présenter votre famille? Juliette, c'est ma fille encore. Quelle est la valeur forte que vous avez inculquée à ces filles? Ce que je leur inculque, c'est d'être des filles de valeur et exemplaires. C'est pourquoi elles poursuivent leurs études dans différentes parties du monde. Une étudie en Inde, l'autre en Turquie, une autre aux États-Unis. Bientôt, elles iront encore étudier dans d'autres parties du monde, pour qu'elles puissent atteindre un niveau qui dépasserait celui de leurs parents. Il est un patron exigeant. Il se comporte comment avec vous, en tant que père de famille ou bien en tant que patron? Il n'est pas très exigeant avec nous. Comme il est un peu cool avec nous, ça nous apprend beaucoup de choses. C'est pas comme si on voyait le patron et qu'on a toujours peur, ça. Non, je trouve que c'est bien, c'est plutôt bien. Il est bien pour les filles déjà de travailler dans l'entreprise avec nous, pour se familiariser avec toutes les techniques, afin que demain, lorsque nous ne serons plus là, elles puissent gérer l'entreprise convenablement et faire prospérer les affaires. Gérard Sina ne se contente pas que du Rwanda. Ses produits sont déjà vendus à l'international dans une vingtaine de pays. Mais son rêve, c'est de conquérir la première puissance économique mondiale, la Chine. Est-ce qu'on peut savoir la raison de ce voyage? Je vais à une rencontre internationale d'affaires. Gérard Sina va passer une semaine en Chine, à rencontrer des entrepreneurs. Bientôt, les Chinois vont découvrir les saveurs de jus 100% africain, 100% rwandais. Impossible de parler d'agro-industrie sur le continent sans parler de cacao. L'Afrique fournit 73% de la production mondiale de cacao. Le secteur est donc pourvoyeur d'emplois. L'Organisation internationale du cacao estime entre 40 et 50 millions le nombre de personnes qui dépendent du cacao pour leur subsistance à travers la planète. Si le cacao attire tant le monde, c'est parce que le secteur est un business qui fait vivre de nombreux acteurs.
Dans le sujet qui va suivre, vous découvrirez l'histoire de 3 amis d'enfance. Ils sont partis de rien, mais parvenus aujourd'hui à créer une grande société de transformation de cacao avec 250 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Ce qui séduit, c'est que les dirigeants de ce groupe, qui achètent 10% de la production de la Côte d'Ivoire, ont arrêté les études à 14 ans. Dans l'univers de Saf Cacao, une entreprise moderne et modèle, un reportage de Francis Boifo, Omaria Meogo et Noël Kwaku. San Pedro, premier port au monde en matière d'exportation de fèves de cacao. Une dizaine de sociétés nationales et internationales s'est installée ici et se partagent le marché de la semi-transformation et de la transformation du cacao. Comme Saf Cacao, qui à elle seule achète 180 000 tonnes par an. Monsieur Alali, vous vous organisez. Messieurs de SGS, Bureau Veritas, je ne sais pas, tout consort là, venez ici. Toutes ces personnes ont besoin de vous ici, venez. Ce matin, le directeur général de la société, Ali Lakis, est très en colère. Le cacao vaut de l'or. Il y a eu une tentative de vol dans la nuit. Votre rôle ici, c'est de surveiller le cacao de vos différentes banques, n'est-ce pas? À partir des moments où vous vous rendez compte qu'il y a des failles, et il y a des vols, ou bien il y a quelque chose qui ne va pas, c'est de nous appeler, de nous instruire automatiquement, de nous informer. Ce n'est pas de rester là, non, moi, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon cacao, parce que demain, là, s'il y a un problème, je vais vous mettre vous tous dedans. Je vous le dis. Un sac de cacao vaut 65 000 francs CFA, soit plus que le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas le droit de prendre un sac pour partir avec vous, le savez, non? Donc si vous voyez quelque chose qui ne va pas, automatiquement, soit vous signifiez à votre direction, soit vous venez voir le patron, M. Villers. Mais vous n'avez pas le droit de fermer la bouche pour dire non, il n'a pas touché mon cacao, donc moi ça ne me regarde pas. Parce que demain, quand c'est un scandale, là, tout le monde est éclaboussé. Vous avez vu de l'autre côté, j'ai vidé tout le monde. Parce que je ne suis pas prêt aujourd'hui à avoir des problèmes avec les banques. Si vous venez ici pour dormir, je vais appeler votre direction pour dire ah, il y a eu vol, telle personne était là, il n'a pas réagi. Ça, je vous le dis, hein, je serai impitoyable. Est-ce que c'est clair? Votre rôle, ce n'est pas de vous asseoir seulement là. Votre rôle, c'est de tourner, de regarder si votre cacao est intact, s'il n'y a pas de problème sur votre cacao, d'informer votre direction, de suivre. Ça, c'est votre rôle. Nous, on met des magasiniers pour surveiller nos magasins, mais vous avez les cadenas des magasins pour surveiller votre cacao. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas effraction, donc il n'y a pas vol. Chef sécurité, vous me changez la sécurité là-bas. Vous prenez des nouvelles dispositions. OK? Et même ici aussi, vous prenez toutes les nouvelles dispositions. Je compte sur vous là-dessus. C'est clair? C'est clair. C'est pas tournage, hein? Ne dites pas c'est tournage, il s'amuse. Je ne m'amuse pas, hein? C'est devant caméra je parle. Voilà, je vous dis ça en même temps. Tout le monde. Faut me nettoyer tout ce monde-là. Et vous avez un doute sur l'efficacité des salariés ou on a un doute sur quoi? Un doute sur la complicité éventuelle des salariés? Non, on n'a pas de doute, mais je pense qu'ils ont manqué de vigilance à la sécurité. C'est ça en fait, c'est un manque de vigilance. Ça arrive souvent, ça. La sécurité est très importante dans le cacao, vous savez. Il faut être vigilant. Hein. Parce qu'un sac qui fait 70 000 francs, il te dit je prends 2 sacs, j'ai fini mon mois. Donc c'est pour ça qu'on est très vigilant sur la sécurité. Les 2/3 des emplois et des revenus de la population ivoirienne proviennent de ces torts bruns. Alors pour Ali, pas question de faire dans le sentimentalisme. Cette société a été fondée en 2011 par des amis d'enfance, des Ivoiriens d'origine libanaise. Ali s'occupe du relationnel client. Allô? Ton courrier, il est très pauvre. Tu dois mettre, nous vous prions de bien vouloir faire la mise en ligne. Il surveille chaque détail et gère au quotidien plus de 1200 employés. Okay. Et tu me refais ça et puis tu m'envoies. Ça n'avait même pas fait un courrier en plus. Anan est le maniaque des comptes. Un homme organisé et fier de l'être, mais pas toujours compris par son associé. Je place mes chèques banque par banque, bien propre.
Vous avez vu un peu comment c'est droit, bien organisé. Numéro par numéro, banque par banque. Bien propre. Ça, c'est les chéquiers que les banques vous donnent pour payer vos fournisseurs. Pour payer les débuts de l'État pour faire partie du cacao à l'extérieur. Là, il est midi. C'est fini, j'ai déjà sorti de l'argent. Combien vous avez sorti à midi 500 millions pour le cacao. Pour acheter le cacao au planteur. De frais. Ah, d'achat. D'achat, le cacao d'achat. Ça, c'est l'achat du cacao. Les banques payent et puis bon. Voilà. Votre associé est aussi organisé que vous au niveau finance? Organisé, il est organisé pas comme moi. C'est difficile. Mais il n'y a pas comme moi quelqu'un organisé ici à la société. Même lui, il me dit que je suis trop sensible. Moi, je suis comme ça. J'aime tout qui soit droit chez moi. Voilà. Bien propre. Le prix du cacao est fixé par le Conseil Café Cacao. Actuellement, sa valeur est de 1000 francs CFA le kilogramme bord champ. Le circuit de commercialisation se fait en 4 étapes. Les producteurs ou coopératives vendent le cacao aux pisteurs qui les revendent aux opérateurs économiques. La marchandise est ensuite acheminée vers les sociétés d'achat de fèves de cacao. Lesquelles sociétés livrent le cacao à des industries de transformation partenaires comme SAF Cacao. Ces associés sont des autodidactes, dont les parents étaient de modestes acheteurs de cacao. Elle vaut 2300. Aujourd'hui, ils sont à la tête d'une entreprise au chiffre d'affaires de 250 milliards de francs CFA. C'est une vraie revanche sociale. Vous avez arrêté vos études à 13 ans? Oui, 14 ans. J'ai arrêté mes études à 14 ans. Écoutez, je n'ai pas fait de grandes études. Hein. J'ai plutôt fait la pratique. J'ai commencé en brousse. J'étais pisteur, après acheteur avec mes associés. Et c'est de fil en aiguille qu'on est arrivé à la transformation. Et aujourd'hui, on est parmi les meilleurs exportateurs de cacao au monde. Hein. Beaucoup de gens se sont moqués de nous. Tout ce qu'on faisait, oh bon, est-ce qu'ils vont arriver? C'est des ignorants. Mais l'arrivée est là, le travail paye. C'est une fierté, ça? Oui, je pense que c'est une grande mission accomplie. Parce que la fierté, ce n'est pas ce qu'on gagne. La fierté, c'est ce qu'on a bâti. Quand on bâtit une société aujourd'hui qui fait nourrir près de 2000 familles, c'est-à-dire à peu près 5-6 000 personnes qui vivent au quotidien, ce n'est pas donné à tout le monde. Est-ce que vous pensez que les gens qui sortent de grandes écoles beaucoup plus performants que vous, ou vous pensez que vous, avec votre savoir du terrain, c'est plus important? Vous savez, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, quand on travaille et qu'on arrive à avoir un succès, il faut automatiquement prendre des gens qui ont un savoir-faire, qui ont fait des études bien déterminées par rapport à ce que vous faites. Par exemple, aujourd'hui, à SAF Cacao, on a un expert comptable, un auditeur, un cabinet comptable, un commissaire aux comptes, on a un directeur d'exploitation. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est des gens qui sont qualifiés et spécialisés. C'est des gens qui ont plus de diplômes que nous. Moi, je n'ai aucun diplôme. Mais ils sont appelés à protéger ce que je fais et ce que je sais faire. Ali et Hanan ont relevé tous les défis de l'industrialisation du cacao, grâce à un investissement de départ de 5 milliards de francs CFA. Du champ de cacao, en passant par la fermentation des fèves, puis le stockage et la commercialisation, pour finir par l'export de leurs produits vers différents ports américains et européens. Cette société, aujourd'hui, exporte 10% de la production nationale, ce qui en fait l'un des leaders du marché en matière d'exportation. La filière cacao représente un enjeu crucial pour l'économie de la Côte d'Ivoire. La manne financière en jeu derrière ce secteur en fait un objet d'attention sans égal pour le gouvernement, car les taxes assurent une part non négligeable du financement de l'État. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous ne faites pas de la transformation de A à Z? Une société de semi-transformation de cacao, pour 30 000 tonnes, peut coûter plus de 18 milliards de francs. Et vous voyez, celui qui fait un investissement de 18 milliards, il a juste les mêmes avantages que celui qui fait un investissement de 5 milliards. Et c'est ça qui est le problème. Et vous savez, l'amortissement ensuite 18 milliards de francs, c'est très coûteux. Donc il faut inciter les multinationales
à venir transformer. Moi, je suis pour la transformation. Je suis pour la transformation de toutes les matières premières des pays d'Afrique subsaharienne. L'État fait beaucoup d'efforts pour tous ceux qui transforment le cacao en Côte d'Ivoire. Mais je pense qu'ils peuvent faire davantage. Ils peuvent faire davantage pour encourager des nationaux, des binationaux ou des sociétés internationales de venir investir en Côte d'Ivoire. Ils peuvent faire encore plus parce que la transformation, c'est une valeur ajoutée. SAF Cacao possède 80 000 m² d'entrepôts. Avant l'exportation, le cacao reste stocké en moyenne pendant 2 mois. Ce business est en pleine expansion, les entrepôts d'Ali sont surchargés. Ces entrepôts nous appartiennent. Là, c'est les nouveaux entrepôts que nous sommes en train de construire. D'accord. On est obligé. Combien d'entrepôts? On est en train de construire 50 000 m². C'est un projet qui est financé par des banques locales. On avance. Ce chantier-là doit être opérationnel normalement en avril. Vous savez, tout le monde va vers l'émergence. 2020, c'est demain. Les banques font confiance à la filière café-cacao. Le fait qu'aujourd'hui, le Conseil café-cacao est un bon régulateur de la filière. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on est dans un environnement un peu sain. Donc, ça fait que on essaie de faire des investissements, de développer San Pedro. Parce que sachez que San Pedro est le plus grand port de sortie du cacao au monde. Sans les banques, pas de cacao. 98% de ce produit sont financés par les établissements bancaires. La société d'Ali Lakis ne fait pas exception, sauf que dans son cas, ce sont les banques qui la courtisent, à commencer par le numéro 1 européen. Vous avez étudié un peu par rapport à notre caution, tout et tout, ça va aller? Oui, mais il faut qu'on arrive à bien. De quoi vous parlez là? On avait demandé une rallonge, donc ils vont mettre ça à l'étude en fait. C'est quelle rallonge? C'est une rallonge d'à peu près 30% par rapport à ce qu'ils nous ont déjà octroyé. C'est une banque qui travaille avec nous depuis des années et qui nous accompagne pour qu'on puisse collecter le cacao. Combien de banques vous avez? Le cacao est très cher et vous savez, quand on fait près de 180 000 tonnes de cacao, on ne peut pas travailler avec une seule banque. On a une petite dizaine de banques quand même. San Pedro est une ville animée 24 heures sur 24 par les ouvriers du secteur cacao. Ali Lakis travaille plus de 15 heures par jour depuis l'âge de 14 ans. Un travail difficile. Il a à peine 50 ans, mais il projette déjà de prendre sa retraite dans 5 ans. Vous avez le sentiment d'avoir réussi? J'ai plutôt le sentiment d'avoir un gros fardeau. C'est-à-dire? Des grandes responsabilités et qui me permet d'avoir une vie très restreinte parce que je dois pouvoir accomplir cette mission qui est aussi lourde que ça, c'est-à-dire maintenir la barre aussi haute qu'on l'a mise. Quand on achète 10% de la production du plus grand producteur de cacao au monde, oui, c'est un grand challenge. À San Pedro, ce soir, c'est soirée cacao, organisée par la plus grande banque européenne. Et c'est le directeur général de la banque lui-même qui présente. Une banque qui ne souhaite traiter qu'avec les meilleurs. Nous ne souhaitons pas faire dans la masse. Nous ne souhaitons pas toucher à tout, au motif qu'il y a un regain d'activité au sein de la filière cacao. Nous allons continuer donc à identifier les meilleurs de la classe que vous êtes. Objectif pour cet établissement financier, renforcer les liens qu'il entretient avec les multinationales du secteur café-cacao. C'est vraiment une grande fierté d'avoir SAF Cacao et Choco Ivoire dans notre portefeuille et on sera encore à ses côtés, on sera encore à leur côté pour les faire grandir, pour les accompagner à grandir. Alors ils ont plusieurs banques, ils ne sont pas fidèles totalement, il n'y en a pas qu'une banque. Écoutez, vous touchez là un vrai point. Monsieur Ali Lakis, derrière son sourire, est un négociateur hors pair et c'est vrai qu'il nous fait parfois des infidélités. Vous réfléchissez à des stratégies pour le séduire un peu plus? Évidemment, mais je ne vais pas les dévoiler. Nous menons des actions effectivement pour espérer qu'il nous fasse plus confiance.
Je ne le dévoilerai pas ici, madame. Oui, tout à fait. Vous avez déposé un dossier pour une demande particulière, vous êtes sûr de l'avoir avec un tel discours? Bon, on espère. Il n'y a même plus de mystère. Oui, oui. Les choses ne sont pas aussi faciles. Oui. Vous savez, c'est un collège de décision après tout. Hein. On parle toujours d'argent. Partout où il y a le miel, il y a l'abeille. Donc, toujours, quand on parle d'argent, il y a des grands enjeux et il faut beaucoup de réflexion. Qui est le miel, qui est l'abeille entre vous deux? On se complète. On se complète. Qui fait le miel et qui fait l'abeille. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Après 2 heures d'opération séduction, la soirée se termine sur une photo de famille. Les dirigeants des 4 sociétés les plus importantes du secteur cacao parlent des défis à relever en Afrique. Le continent fournit 73% de la production mondiale de cacao, mais transforme à peine 20% de cette production. À quand le réveil de l'Afrique ? Et pour parler des défis de l'industrialisation de l'agriculture sur le continent, nous avons 3 invités sur ce plateau. Je reçois pour vous, chez vous, Jean-Baptiste Pani, directeur adjoint de la clientèle entreprise et institutionnelle à la BCC. Avec lui, on parlera du financement du secteur. Nous avons également Axel Emmanuel Baou, maître chocolatier ivoirien. Il a créé son entreprise en 2010. Il est banquier de formation et il a remporté pas mal de prix. Champion de Côte d'Ivoire, chocolat-pâtisserie, vice-champion d'Afrique chocolat-pâtisserie et le prix Super Lauréat 2015 du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. On verra avec lui comment le pas a été franchi de la banque à la chocolaterie. On verra donc son expérience. Et enfin, M. Yorobi Tizier, il est chef d'entreprise, président de l'UNEMAF, l'Union des entreprises agricoles et forestières. Il est administrateur de la CGECI, la Conférence générale des entreprises de Côte d'Ivoire, en quelque sorte le patronat ivoirien. Il sera, lui, si vous voulez, le porte-parole des entreprises intervenant dans l'agro-industrie. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, toute première question, on l'a vu dans le 3e sujet avec l'entreprise SAF Cacao. Est-ce que, avec ce genre de modèle, l'agro-business a de beaux jours devant elle? Je pense que tout à fait, dans la mesure où nous, au niveau de CGC et de l'UNEMAF, notre rôle, c'est d'encourager l'entrepreneuriat. Et nous sommes en phase tout à fait avec l'État de Côte d'Ivoire qui dit que d'ici peu, il faut qu'on arrive à transformer 50% au moins de la production locale. Et voilà, nous voyons que dans le cacao, des entreprises sont là qui se mettent à transformer nos produits. Je pense que c'est encourageant. Et en combien de temps vous pensez qu'on peut arriver à ces 50%? Bien, vous savez très bien que l'objectif qu'on se fixe, c'est 2020, mais quand on prend sur le plan continental, on dit 2025. Et il faut que, à l'horizon 2025, que nous arrivons justement à transformer ce que nous produisons à hauteur de 50% de la matière première. Monsieur Pani, vous qui travaillez dans le financement justement de ce secteur, vous qui accompagnez, on l'a vu, l'entreprise SAF Cacao dans le sujet, est-ce que vous pensez que ce délai de 2020-2025 est tenable pour atteindre les 50% dont parlait M. Yorobi? Vous savez, en matière de financement du développement, tout n'est pas une question de se fixer simplement un délai. Après, il faut se donner les moyens pour y arriver. Si les moyens donc, pour y arriver sont en place, même demain, ça peut être atteint. 2020, effectivement, je pense que c'est un objectif tenable. Peut-être un peu plus, mais je pense que 2020, c'est tenable. Tout dépend de la politique et de la stratégie de l'État ivoirien, de l'engagement également des entrepreneurs que nous avons en Côte d'Ivoire. Axel, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez eu accès facilement à des financements pour vous lancer dans votre business? Non, pas du tout. Dans mon cas, principalement pas. Et c'est quand même un peu plus difficile pour les startups ivoiriennes d'accéder au crédit. Je ne sais pas pourquoi. Moi-même, je suis un ancien banquier, je sais de quoi je parle un peu. Nous, on est plus tourné vers les crowdfunding, les fonds d'investissement, mais nous avons déjà des projets et nous avons aussi la capacité. Vous avez approché des banques? Mais nous-mêmes, je suis domicilié, on est domicilié dans des banques, des établissements des banques. Et nous avons, depuis un bon bout de temps, déposé nos projets qui n'ont jamais eu de suite favorable pour l'instant. Mais je pense que, je ne sais pas,
Donc nous, on est plus tourné vers autre chose, c'est-à-dire les crowdfunding à l'étranger ou bien les fonds d'investissement. Moi, j'étais récemment, tout dernièrement, au Salon du Chocolat en France, à Paris. On a eu très facilement, en 4 jours, des potentiels investisseurs, des banques qui sont même filiales de ces groupes qui sont ici en France. Et j'étais bien surpris, j'ai dit, mais je ne suis pas français, monsieur. Ils m'ont dit, ici, on ne finance pas les nationalités, on finance les talents. Donc, je ne sais pas, chez nous, ça doit être le cas. Par exemple, le profil que moi j'ai principalement avec mon entreprise, je pense que depuis, on aurait peut-être eu des financements, mais ce n'est pas le cas dans mon cas de figure. On espère que ça va bien changer. Axel Emmanuel, tantôt vous parliez de talent et justement, ils sont nombreux, ces jeunes Ivoiriens qui nous suivent en ce moment, qui ont envie de savoir comment vous avez franchi le pas de banquier à chocolatier aujourd'hui. Ok. Alors déjà, le fait de travailler avec les fèves de cacao de Côte d'Ivoire, c'était quand même un challenge pour moi. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial des fèves de cacao, on le sait bien. Alors je me suis dit, si à l'origine, la Côte d'Ivoire est à l'origine de tous les chocolats du monde, il faudrait qu'à la fin de la chaîne, il y ait aussi un Ivoirien qui puisse faire des tablettes de chocolat, un produit fini. Voilà, donc je me suis formé par un grand maître, le grand maître chocolatier du Golf Hotel, qui a plus de 30 ans de métier, auprès de qui j'ai appris, j'ai fait mes armes. Et aujourd'hui, je vole de mes propres ailes. Et je fais des chocolats, je pars de la fève de cacao jusqu'à la tablette, les produits finis. Et de tout genre de chocolat, on peut le réaliser. D'accord, on va se tourner vers M. Yoro Bitizier, qui lui est président de l'UNEMAF, l'Union nationale des entreprises agricoles et forestières de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, outre le cacao, le chocolat, pour lequel on a eu beaucoup d'informations grâce à cette émission notamment, est-ce que les autres secteurs, les autres entreprises ont des difficultés qu'elles rencontrent? Oui, particulièrement, nous pouvons dire que l'agriculture est un secteur dont le financement n'est pas acquis d'avance. Parce que simplement, c'est vrai, moi j'ai à côté de moi un banquier, il ne s'agit pas de leur jeter l'opprobre, mais il faut dire que dans le secteur agricole, c'est une question de garantie et de sécurité. Nous avons premièrement le fait que c'est un secteur qui est encore informel et qui est, dans la plupart des cas, ce sont des exploitations familiales. Et aujourd'hui, le financement, lorsqu'il s'agit d'exploitation familiale, les banquiers n'ont pas d'assurance. Mais j'ai tout à fait l'espoir que c'est quelque chose qui va progresser parce que nous parlons de sécurisation foncière, on va en parler en détail parce que c'est un gros souci pour tout le monde. Nous parlons aussi du risque lié aux intempéries. Et nous savons que sur le plan continental, la Côte d'Ivoire fait partie de cette entité qu'on appelle le Africa Risk Capacity, qui permet aujourd'hui de couvrir sur le plan des assurances les risques de l'agriculture. Donc, le défi du financement est là, ce sont des difficultés, mais moi j'ai tout à fait l'espoir qu'avec une ouverture, avec une sécurisation, ça et là, il faudrait qu'on arrive à convaincre les banquiers que nous avons besoin de financement et il faut le faire. Dire que les banquiers ne font pas assez, à mon avis, ce n'est pas tout à fait juste. Parce que l'industrie, en fait, existe parce que les banques sont présentes et parce que les banques accompagnent. L'autre élément également qu'il faut ajouter, c'est que les banquiers ont une démarche qu'il faut comprendre. Lorsque le banquier prête, il veut s'assurer que les fonds qui sont prêtés vont être remboursés. Après, la deuxième assurance que le banquier prend, est-ce que le crédit que je fais ne m'expose pas à des risques de réputation, à des risques de compliance, comme on le dit. Voilà, ce sont les deux principaux sujets. Quand on les a compris, on peut donc bâtir un projet qui peut encourager le banquier et qui peut amener le banquier à financer. Aujourd'hui, les banques sont toutes, en tout cas sans exception, disposées à aller beaucoup plus loin, pourvu que les acteurs que nous avons en face, ces acteurs-là, nous apportent les réponses aux questions que nous-mêmes banquiers nous nous posons. J'ai bien noté dans le développement de M. Yoro, qu'en fait, l'inquiétude aujourd'hui porte sur certains sujets, notamment l'insécurité foncière. Le banquier également s'inquiète de ce sujet-là. Et donc, si la réponse elle est apportée et que nous avons une solution, il n'y a pas de raison que le banquier ne finance pas. On a vu dans le premier sujet qu'on a passé dans cette émission, la problématique des terres. Les populations qui estiment que leurs terres leur sont spoliées. Et on a vu également le cas de l'entreprise Dekel Oil. Quel regard vous jetez sur cette problématique?
Je dois vous avouer que j'ai été particulièrement interpellé par ce sujet-là. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont tomber à la renverse simplement parce que le secteur palmier est l'un des secteurs les mieux organisés en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que nous avons plusieurs associations. Vous avez l'association des premiers transformateurs pour l'huile rouge, l'association des seconds transformateurs pour l'huile clarifiée, vous avez l'association des producteurs borchans, c'est-à-dire les agriculteurs. Et à côté de tout cela, on s'aperçoit qu'il y a ce genre de conflit. Mais c'est bien la preuve qu'il faut maintenant arriver à se fédérer à l'intérieur d'un certain nombre d'organisations. UNEMAF est là. Nous, on a pratiquement 23 entreprises qui sont dans plusieurs secteurs, palmiers, EVA, sucre, etc. Lorsque un secteur est organisé, il n'y a pas de raison qu'on arrive à ce genre de situation. D'autant plus que la situation dans le palmier est bien organisée. Le planteur produit les régimes, les vend aux transformateurs, avec un prix qui est fixé d'accord parti avec justement les planteurs, les coopératives et justement les agro-industries. Donc dans un tel secteur, je suis tout à fait navré que nous puissions arriver à de telles situations. D'accord. Alors on va terminer cette émission avec Axel Emmanuel. Dans 5 ans, comment vous vous entrevoyez vos rêves et vos ambitions dans 5 ans? Dans 5 ans, nous, on veut toujours rester dans le domaine artisanal, faire des tablettes de chocolat bien originales, mais aussi avoir une unité industrielle capable de faire au moins 5000 tonnes de produits chocolatés et qui pourra distribuer le chocolat, le bon chocolat de Côte d'Ivoire dans tout le monde entier. Et aujourd'hui, vous employez combien de personnes déjà? 10 personnes. 10 personnes avec un chiffre d'affaires d'environ 40 millions. 40 millions de francs CFA, pour ainsi dire, mesdames et messieurs, qu'il y a véritablement un potentiel dans ce secteur. Tous les entrepreneurs ont leur place, peuvent y gagner. Merci en tout cas d'avoir suivi cette émission. Merci à vous, messieurs Pani, M. Yorobi et Axel Emmanuel d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce 2e numéro de Made in Africa consacré ce soir au défi de l'industrialisation du secteur agricole. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur Made in Africa. À très vite pour un autre numéro de votre magazine 100% économie africaine de RTI 1.